Merci beaucoup d'écouter Guyane Première. Il est 13h30. À suivre maintenant la page spéciale présentée par Franck Lecomte et Véronique Betts. Guyane Première, page spéciale. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui, nous vous l'annonçons depuis ce matin, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors l'entretien a été un petit peu retardé, une quinzaine de minutes. Toutes nos excuses donc déjà aux auditeurs. Hier, à l'aéroport, accueil contrasté, un peu d'opposants vous attendez. Ce matin au marché, toute autre ambiance. Est-ce que vous attendiez à cela, à ces accueils parfois crispés et parfois sympathiques? Écoutez, je sais que les Guyanais sont très accueillants et donc j'ai pas été étonné d'être très bien accueilli ce matin sur le marché quand je suis allé à leur rencontre. Quant aux opposants politiques, aux indépendantistes qui régulièrement viennent manifester, y compris d'ailleurs contre François Hollande ou toute autre personne qui représente un tant soit peu une politique nationale. C'est de tradition presque. Ça agace beaucoup les Guyanaises et les Guyanais d'ailleurs parce qu'ils considèrent à juste titre qu'ils sont assez grands pour se faire leur opinion eux-mêmes. Et que ça n'est pas à quelques-uns de décider qui a le droit de venir s'exprimer ou qui a interdiction de venir s'exprimer. Est-ce que c'est à cause de cela que vous n'avez pas aux Antilles ? Non, c'est pas à cause de cela. On sait que l'accueil aux Antilles est particulièrement... Écoutez, je viens de La Réunion, je viens de Mayotte, où j'ai été reçu de manière tout à fait spectaculaire par une population qui, pour beaucoup, subit les mêmes problématiques que la Guyane d'ailleurs, et qui se plaint, à juste titre, de l'abandon de l'État, d'un État régalien qui remplit plus son rôle, qui semble être impuissant face notamment aux problématiques d'immigration clandestine et d'insécurité. Alors, on va en parler de l'immigration, on n'a qu'un quart d'heure, Marine Le Pen, donc de parler d'immigration, mais aussi d'économie, de social, d'éducation, puisque ça fait partie de votre programme. C'est des points que vous abordez dans le programme. Juste avant cela, votre représentant ici, René Tran, nous a annoncé la semaine dernière 2 candidats Front National pour les prochaines législatives. Est-ce que vous confirmez ? Oui, il y aura des candidats aux législatives, je l'espère, partout, dans toutes les Outre-mer. Non, nous sommes en train de les investir les uns après les autres, mais bien entendu, nous serons représentés aux législatives, évidemment. Ici, dans les 2 circonscriptions ? Oui, bien sûr. Franck Lecomte ? Madame Le Pen, justement, le Front National qui commence à faire des scores importants dans les Outre-mer. En Guyane, c'était le cas dès 2012. Pour l'élection présidentielle, beaucoup moins pour les scrutins locaux. Est-ce que vous commencez justement, pour aller dans le même sens, à prendre appui sur des personnalités locales en Guyane pour étendre cette action et installer le Front National sur le territoire? Oui, en tout cas, c'est mon souhait. Vous savez que j'ai beaucoup œuvré, y compris en métropole, pour l'implantation locale du Front National, pour que des gens prennent des responsabilités sur le terrain, s'investissent notamment dans les élections locales. Donc, je souhaite que ça se fasse aussi en Guyane. C'est vrai qu'il y avait encore jusqu'à présent une espèce de réticence, comme s'il existait une forme de pression intellectuelle, il y a déjà politique au sein de la Guyane, ce qui est évidemment assez critiquable dans une démocratie. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de Guyanaises et de Guyanais ont envie de dire tout haut ce qu'ils pensent. Ils ont envie d'assumer leur vote. Et... Non, mais pourquoi les élus non, mais tu pourraient se faire faire élire de ces pressions, en fait, justement. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques ou d'autres personnes qui n'osent pas, en quelque sorte, se déclarer publiquement? Oui, il y en a, bien sûr, évidemment qu'il y en a. Mais je pense que tout ça va changer. Ça a beaucoup changé en métropole. Ça change beaucoup, encore une fois, aujourd'hui, à La Réunion. Ça change à Mayotte. Ça change aussi en Guyane et je m'en réjouis. Il n'y a pas de parrainage, a priori, d'élus locaux pour vous? Non, a priori non. Il y en a une dizaine qui viennent de Polynésie déjà, mais pas encore de Guyane. Mais peut-être vont-ils changer d'avis après mon passage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Marine Le Pen, si vous voulez bien. Dans votre programme, forcément, il est beaucoup question d'immigration. Vous voulez lutter contre la migration clandestine. Vous citez souvent d'ailleurs Mayotte et la Guyane pour vous appuyer sur nos situations. Comment on fait quand on a 520 km de fleuve avec le Suriname, 400 km de fleuve avec le Brésil? C'est quand même beaucoup moins facile à surveiller qu'en mettant un mur ou des barbelés. Non, mais on arrête tout ce qui les fait venir. Tout. Voilà, c'est clair. L'aide médicale d'État, c'est fini. Le droit du sol, c'est fini. La scolarisation gratuite des enfants, c'est terminé. La régularisation des clandestins, c'est terminé. C'est le seul moyen de mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Donc, il s'agit de lancer un signal très clair. Ne venez plus en Guyane, vous n'y trouverez plus rien, car tout ce que nous avons, la solidarité nationale que nous voulons développer, nous la développerons à l'égard des Guyanaises et des Guyanais.
Déjà, 95% des demandes d'asile sont refusées. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est qu'en attendant que le droit d'asile soit refusé, eh bien, vous avez droit à des allocations diverses et variées. Vous avez droit à un logement. Vous avez le droit à un logement d'urgence, mais c'est pas grand-chose. Mais je peux vous dire que si on mettait ça à la fin des petites retraites des Guyanais et des Guyanaises, ils seraient bien contents de les avoir dans leur poche plutôt que dans la poche des clandestins. Pour rappel, l'allocation, c'est 6 € par jour pour un demandeur d'asile et ça peut monter à une famille de 4 à 17 €. C'est la seule et unique chose qu'ils ont. D'accord, mais moi je vous signale que j'ai rencontré des retraités guyanais qui vivent avec 400 € par mois. Voilà, donc ils seraient bien contents, encore une fois, d'avoir cette petite allocation supplémentaire. Bon, il y a des logements d'urgence qui sont donnés. Il y a des logements, d'ailleurs, auxquels, semble-t-il, quand on vient de l'étranger, on a plus facilement accès que quand on est guyanais ou guyanaise. 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faut pour obtenir un logement, c'est normal. Alors, je suis désolée, mais moi, je viens dire, voilà, encore une fois, quelque chose. Certains trouveront ça égoïste, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, je considère que charité bien ordonnée commence par soi-même et que quand on a un territoire où il existe du chômage, où il existe de la précarité, où il existe de la pauvreté, eh bien, il faut arrêter, comme le disait d'ailleurs Michel Rocard, il y a 30 ans déjà, à Saint-Laurent du Maroni, il faut arrêter de vouloir prendre en charge toute la misère du monde. Et comment, alors par exemple, l'AME ou le droit à l'école, ce sont des conventions internationales, comment on fait pour dire, chez nous, on arrête tout ça? Non, l'AME, c'est absolument pas une convention internationale, c'est un choix qui a été fait par les gouvernements successifs. L'AME existe partout en Europe. Non, mais c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on prend en charge dans tous les pays du monde? On prend en charge le danger de mort. Voilà, quand vous avez un accident grave, que vous êtes dans un pays étranger, que vous êtes clandestin, on vous laisse pas mourir. Et tant mieux. Je trouve que c'est humain et c'est tout à fait normal. Quand vous avez une maladie contagieuse qui peut avoir des conséquences graves, eh bien, on vous prend en charge. Mais pour tout le reste, on ne vous prend pas en charge. Je suis désolée. Il y a des Guyanais et des Guyanaises qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, qui payent des mutuelles et qui encore se retrouvent à ne pas être remboursés à 100%. Et quand on est clandestin, on est intégralement pris en charge. Je trouve que c'est une injustice absolument profonde. Et certains veulent supprimer carrément la sécurité sociale, comme M. Fillon. Eh bien, moi, je veux la réserver, encore une fois, à ceux qui l'ont construite et qui la font vivre, c'est-à-dire aux Français. On va maintenant parler donc des Guyanais, puisque effectivement, il y a effectivement beaucoup d'émigrés, 30% de la population guyanaise tout de même, qui est étrangère ou d'origine étrangère. On vit dans une société donc, qui est complètement multiculturelle, avec des identités multiples. Beaucoup de Guyanais sont d'origine brésilienne, haïtienne, sainte-lucienne, amérindienne, bushinangé. Comment vous appréhendez cette réalité-là aujourd'hui? Non, mais moi, ça n'a aucune importance pour moi. Moi, je défends les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, ça ne m'intéresse pas. J'ai une vision exclusivement patriote. Voilà, les choses sont très claires. La Guyane a ses caractéristiques, elle a sa culture qui lui est propre, et il faut la défendre, c'est important, mais ça n'est pas du tout le problème de l'immigration. Le problème de l'immigration, quelle que soit la nature de cette immigration, c'est qu'elle arrive, encore une fois de manière clandestine, elle contribue très largement à la montée spectaculaire d'une insécurité qui fait que les Guyanaises, les Guyanais n'arrivent plus à vivre tranquillement, vivre sereinement. Et moi, je considère que c'est un droit de vivre sereinement. Cette immigration, elle pèse sur l'ensemble de nos services publics, elle pèse sur l'hôpital qui n'arrive plus à faire face, sur l'école qui n'arrive plus à faire face, sur les infrastructures de manière générale. Je pense que c'est une politique qui est une folie. Les 4% d'augmentation de la population par an en Guyane, c'est vrai que c'est une augmentation exponentielle, ne sont pas exclusivement dues à l'immigration. Et les infrastructures qui manquent, ça n'est pas que parce qu'il y a des étrangers. Ouais, enfin, c'est quand même beaucoup pour ça, figurez-vous. Voilà, parce que je vous signale qu'on est incapable d'avoir le moindre chiffre normal, correct, officiel sur l'immigration clandestine parce que l'État a baissé les bras. Non seulement il ne cherche pas à régler ce problème, mais il ne cherche même pas à le compter. Donc comme ça, au moins, voilà, on se dit que le problème se verra moins si on n'a pas de chiffres à mettre à côté. On a quand même les chiffres des reconduites à la frontière en Guyane, on a quand même les chiffres des demandes d'asile. Non mais ces chiffres ne veulent rien dire. L'État ne fait rien. L'État ne renvoie personne à la frontière. En métropole et dans la France entière, 1%, et c'est un rapport de la Cour des comptes, 1% de ceux qui sont déboutés du droit d'asile sont ramenés aux frontières. 6 000 par an en Guyane. Eh ben alors, permettez-moi de vous dire que du coup, si on fait un chiffre, c'est exponentiel, c'est
catastrophique, donc, la situation. Non, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Le droit d'asile est beaucoup plus important en Guyane et forcément, il n'y a pas 6000 reconduites à la frontière par an, par exemple, dans la Creuse. C'est assez logique. Vous pouvez toujours essayer, si vous voulez, de tourner ça dans tous les sens. La population guyanaise, elle sait très bien ce qu'il en est. Voilà. Elle sait très bien d'abord qu'il y a énormément de clandestins qui ne déposent jamais de dossier d'asile ou quoi que ce soit, et que ce poids, il est aujourd'hui insupportable. Pourquoi ne pas regarder la vérité en face? Pourquoi ne pas dire que cette immigration clandestine a une conséquence immédiate sur l'augmentation dramatique de l'insécurité? Il y a encore des élus qui me reprochent à moi de faire ce lien. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de clandestins en Guyane, et les élus ne le disent pas non plus. Gabriel Serville, que vous avez croisé dans l'avion, puisqu'il vous a remis son manifeste, Gabriel Serville a interpellé le gouvernement il y a très peu de temps en disant, voilà, là, au vu de la situation dramatique que vit Haïti aujourd'hui, on a une très forte immigration clandestine. Il y a eu effectivement 4900 demandes d'asile qui ont été déposées rien que cette année. 90% viennent d'Haïti. Donc les élus aussi en sont conscients. Oui, mais M. Serville, il refuse de faire un lien entre l'immigration clandestine et l'insécurité. Voilà. Eh bien, moi, je fais ce lien. Je le dis, peut-être faut-il du courage. Est-ce que la question de la sécurité peut être seulement réglée par ces questions d'immigration? On a vu justement là la préfecture, les services de l'État qui ont remis un plan local de sécurité la semaine dernière. Il s'agit de prendre le problème dans son ensemble, d'ailleurs en faisant participer tout le monde. Tout n'est pas lié forcément à l'immigration. Non, mais tout n'est pas lié, mais c'est un élément essentiel de l'augmentation de l'insécurité. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut le dire pour pouvoir y apporter des solutions. Maintenant, si vous me dites qu'il faut agir au niveau de l'école, que l'intégralité de la chaîne pénale est défaillante, qu'on demande aux policiers, aux gendarmes, etc., de faire des arrestations sans qu'elles soient suivies d'une condamnation. Et quand il y a une condamnation, il n'est pas suivi de l'effectivité de la peine. Merci d'ailleurs au passage, Madame Taubira, pour la mesure qu'elle a fait voter. Lorsque la peine est effective, eh bien, il n'y a pas assez de place dans la prison et qu'il faudrait envisager la construction, manifestement, d'un deuxième centre pénitentiaire. Tout cela est vrai. Mais encore une fois, si on met en place toutes ces infrastructures, si on engage, et l'État doit le faire, moi je suis très clair là-dessus, l'État régalien doit intervenir, l'État stratège doit intervenir. Mais si on laisse l'immigration clandestine telle qu'elle, si on laisse toutes les pompes aspirantes de cette immigration clandestine, alors on se condamne à ne jamais régler ce problème. Marine Le Pen, la double nationalité, vous l'avez dit, donc d'accord pour une double nationalité européenne, donc franco-allemand, franco-suisse, franco-italien. Mais en revanche, nous on a ici donc beaucoup de franco-brésiliens, franco-surinamais, ça ne marchera pas pour eux. Écoutez, a priori non, sauf à ce que la France passe des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, mais pour ça il faudrait que les pays aussi se comportent correctement à l'égard de leurs propres compatriotes, parce qu'il y en a un certain nombre qui refusent par exemple de reprendre leurs ressortissants, voyez-vous. Ça, je trouve ça inadmissible. Faut quand même dire un petit peu les choses. Pas sur le Brésil et... Non, mais Guyana, oui, manifestement. Bon, donc moi j'aimerais bien quand même rappeler quelque chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont étrangers, qui viennent travailler en Guyane, qui gagnent de l'argent et qui renvoient cet argent dans leur pays d'origine. Eh bien, si les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, il y a aussi un bon moyen, c'est de limiter considérablement l'envoi de cet argent vers le pays d'origine. Croyez-moi que là, peut-être, ils seront plus souples pour discuter. Je veux dire, on a des moyens de pression. Il ne faut pas penser qu'on est toujours impuissant en toutes circonstances avant même d'avoir essayé de faire quoi que ce soit. Au niveau économique, vous dites l'Europe nous impose des normes européennes qu'on ne peut pas, qui sont absolument absurdes. Les RUP, depuis décembre 2015, les régions ultrapériphériques ont obtenu de la Cour de justice européenne de remettre l'article qui leur permettait d'avoir des dérogations au centre des débats. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, ça sert encore à grand-chose de lutter contre ces normes, puisqu'on peut obtenir des dérogations? Écoutez, alors, il faut les obtenir, sauf que... la décision de justice date de décembre. Donc, oui, d'accord, mais parfois on peut, sauf que, si vous voulez, à un moment donné, il y a d'autres pays qui n'ont pas intérêt à ce que leurs produits soient mis en concurrence avec les nôtres. C'est tout le problème de l'Union européenne. Vous avez noté qu'on ne peut pas faire de patriotisme économique avec l'Union européenne. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, par exemple, quand je serai présidente de la République française, je ne peux pas dire, moi, je vais avantager sur le marché français les productions d'outre-mer. Je n'ai pas le droit de le faire. Alors, est-ce que c'est normal de ne pas avoir le droit de le faire ?
Pardon ? On peut les protéger. Il y a notamment, par exemple, l'octroi de mer qui permet de protéger Non, mais la l'octroi de mer, pour production l'instant, locale. il s'applique sur tout, y compris sur les produits français, ce que je trouve absolument scandaleux, très entre nous. Voilà, je pense que l'octroi de mer, il doit être réservé exclusivement, précisément, pour empêcher la concurrence déloyale de la part de produits qui entrent en concurrence avec des productions Mais locales. les productions locales ne peuvent pas forcément concurrencer. Par exemple, les confitures guyanaises pourraient-elles vraiment concurrencer les confitures françaises si elles étaient toutes sur le même marché, vu que le marché est plus Non, mais petit? attendez, je vous rappelle la que production coûte plus cher. la confiture guyanaise, c'est de la confiture française. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement l'inverse. C'est que je pense que les productions françaises, quelles qu'elles soient, y compris d'outre-mer, doivent avoir un accès privilégié sur notre marché et doivent être effectivement protégées de la concurrence déloyale d'autres productions. C'est vrai pour la banane, c'est vrai pour beaucoup d'autres productions. Nous respectons des normes phytosanitaires, nous faisons beaucoup d'efforts. Nos produits sont des produits de qualité et ils sont incontestablement mis en concurrence avec des productions étrangères. Maintenant, madame, je le dis aussi nettement, moi, mon combat, c'est le pouvoir d'achat. Je considère que lorsqu'il y a des produits qui arrivent de métropole et qui sont frappés par l'octroi de mer, ça n'est pas normal. Je veux dire, ça n'est pas normal parce qu'il y a une continuité territoriale. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une taxe spécifique qui frappe les produits métropolitains qui arrivent en Guyane, comme ce serait tout à fait anormal qu'elle frappe des pays qui viendraient d'Île-de-France pour aller dans la Creuse. Marine Le Pen, un mot rapidement justement sur ce libre-échange. Vous vous opposez, vous, au libre-échange européen. La collectivité guyanaise, elle tente de se rapprocher du marché caribéen, le CARICOM. Est-ce que ce n'est pas un outil d'essor pourtant pour notre territoire, pour le territoire guyanais? Mais vous avez raison, mais vous savez, rien, l'Union européenne ne nous a jamais, a jamais avantagé le commerce. Elle l'a plutôt freiné. Avant l'Union européenne, on commerçait mieux avec nos voisins. Et d'ailleurs, notre balance commerciale était excédentaire. Sur le principe du libre-échange avec un autre marché caribéen, oui, non, il n'y a pas de libre-échange. Il y a un échange qui est négocié. Voilà. Moi, je suis pour des accords bilatéraux. On discute, vous nous apportez tel produit, on vous apporte tel produit. Si vous faites des productions massives de produits à bas coût qui viennent concurrencer les nôtres, alors nous nous laissons la liberté de pouvoir mettre en place des droits de douane. Ce sont des négociations bilatérales. Mais le libre-échange, c'est-à-dire toutes les frontières ouvertes, amenez tout ce que vous voulez, quelles que soient les conditions de production, quel que soit le danger d'ailleurs que peut représenter. Mais oui, mais c'est contre ça que je me bats. C'est contre ça que je me bats. Non, Moi, ça existe déjà les protections. Non, madame. Il y a des accords. Non, madame. Pour les fruits et légumes, par exemple, il est clair que on importe massivement en France des produits qu'on n'aurait pas le droit de produire en France. Et ça, c'est pas normal. Juste avant qu'on se quitte, parce qu'on arrive au bout du temps réglementaire qui nous est accordé, Marine Le Pen, un mot, François Fillon, quand il est venu et quand il a parlé pendant sa campagne pour la primaire, voulait arrêter la repentance. Juste un mot, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Est-ce que vous, l'histoire des mémoires, l'apprentissage à l'école de l'esclavage, l'apprentissage de la colonisation, est-ce que vous vous y opposeriez? Non, mais l'apprentissage est une chose, la repentance, en l'occurrence, en est une autre. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrête de regarder dans le rétroviseur et qu'on regarde devant. Parce que moi, j'ai un grand avenir à proposer à l'outre-mer. Moi, je veux en faire le centre névralgique de la grande politique de la mer, de la grande politique stratégique de la mer que je veux appuyer sur l'outre-mer. On est parti à la conquête des étoiles, je pars à Kourou cet après-midi. J'aimerais qu'on parte à la conquête de la mer, mais avant ça, il faut protéger l'or jaune, l'or vert, l'or bleu, parce qu'aujourd'hui, la Guyane est victime d'un véritable pillage. Voilà. Des ressources halieutiques, donc notamment. Merci Marine Le Pen, bien sûr, et des ressources halieutiques. Oui. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à notre question. Je vous rappelle que vous êtes candidate donc à la prochaine présidentielle.